C'est la guerre entre les Sumériens et les exorcistes. Yuka Okkotsu est face à Dabura, une menace du niveau de Ryomen Sukuna. Elle nous révèle alors une puissance cachée, la technique des 10 ombres. D'entrée, elle invoque l'illustre général Mahoraga, celui qui a l'habitude d'être face au plus fort. Dans le même temps, Tsurugi Okkotsu fait face à son ami d'antan. Qui sortira vainqueur de ces deux affrontements? Et surtout, quand est-ce que l'exorciste le plus puissant sur Terre fera enfin son retour? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen Modulo. Modulo est en train de devenir une des meilleures suites de shonen qui n'ait jamais existé. Gege Akutami n'a pas fini de nous faire souffrir avec sa narration. Nobaraku Gisaki nous apprend que Yuji Itadori ne peut pas vieillir. Il s'est isolé de tous ses amis car il n'en pouvait plus d'assister à des funérailles. Mais ce n'est pas tout, parce que la guerre entre les exorcistes et les Sumériens a commencé. On a plein de choses à aborder durant cette vidéo. On va parler des chapitres 13, 14 et 15 de Modulo. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le chapitre 13 démarre avec Cross étant en piteux état. Rappelez-vous qu'un exorciste lui avait tiré dessus. Maru ne comprend pas la situation. Comment un exorciste a pu croire que son frère allait sortir une arme? Maru est complètement choqué et on voit bien son désarroi face à son frère blessé. Rappelez-vous qu'il disait au revoir à Yuka et Tsurugi tout heureux il n'y a même pas si longtemps. Du côté des exorcistes, le sentiment est le même. Tsurugi apprend qu'Uzami est grièvement blessé. Il est entre la vie et la mort. Le sort d'inversion des exorcistes n'est pas assez puissant pour le remettre sur pied. Les exorcistes d'aujourd'hui ne semble pas disposer d'experts du sort d'inversion aussi puissants que Shoko. Mais vous devez sans doute vous demander comment et pourquoi Uzami est blessé. Ce n'est pas lui qui a tiré sur Cross, mais cet idiot. Eh bien la raison est très simple. Dabura. Les exorcistes développent alors sur la puissance de Dabura. D'après eux, elle dépasse leur système de classification. Je sais pas vous, mais personnellement je suis vraiment impatient à l'idée de voir Dabura combattre. Est-il vraiment au niveau de Gojo et Sukuna, comme tous les personnages semblent prétendre? Je veux dire qu'ils l'ont quand même qualifié dans ce chapitre de calamité. Et rappelez-vous, on appelait Gojo et Sukuna des calamités dans Jujutsu Kaisen. Que ce soit du côté des exorcistes ou des Sumériens, tout le monde semble placer Dabura sur un piédestal. C'est un être à part. Pour revenir à la scène où Cross se fait tirer dessus, l'entrée de Dabura a pétrifié tous les personnages. Dabura fait face à l'exorciste qui a tiré sur Cross. Et regardez seulement comme il a l'air terrifié. Uzami intervient et utilise son sort d'incantation pour ordonner à Dabura de ne pas bouger. Mais ce sort n'a aucun effet sur Dabura. Il tranche d'un coup le bras du shooter de Cross. En 5 secondes, Dabura a réalisé deux choses extrêmement impressionnantes. Déjà, la manière dont il tranche le bras de Yakumaru est très curieuse. On l'a même pas vu agir et on ne voit pas de bras tranché ou de bras qui tombent au sol. Dabura a, en un instant, annihiler l'existence du bras de Yakumaru. Il n'a même pas le temps de réagir. On peut seulement imaginer la puissance colossale du sort de Dabura. On a davantage d'informations sur sa technique dans le chapitre 15, mais on y revient plus tard. Ce n'est pas tout parce que deuxième exploit, le sort d'incantation d'Uzami n'a eu aucun effet sur Dabura. C'est du jamais vu. Essayons un peu de jauger le niveau de puissance de Dabura grâce à cette information. Inumaki a spam son sort d'incantation sur Anami. C'est un fléau de rang S. Il a vraiment utilisé son sort plusieurs fois avant que sa gorge ne tienne plus le coup. Sur Anami, il a utilisé des incantations puissantes comme Explose. Uzami a utilisé une incantation faible sur Dabura et il n'a même pas pu tenir le coup. Il le dit lui-même, il n'a même pas utilisé une incantation puissante. Lorsqu'Inumaki utilisait son sort, personne ne restait complètement de marbre. Même Sukuna était immobilisé pendant un court instant, ce qui a permis de sauver plusieurs situations. Dabura semble réellement se rapprocher du niveau du roi des fléaux. Non seulement Dabura n'a pas été affecté, mais au-delà, Uzami a subi un contre-coup ravageur. On peut tout à fait supposer que si Uzami avait utilisé une incantation puissante sur Dabura, eh bien il serait mort instantanément. Gardez en tête qu'Uzami est quand même un exorciste de rang 1. Il est censé être au niveau de Meimei, Nanami, Todo ou encore Kusakabe. Dabura se tourne alors vers Uzami. Ce dernier fait ce que n'importe quel être humain normalement constitué devrait faire dans cette situation. Il s'excuse auprès de Dabura et des Sumériens. Il supplie de tenter une dernière fois de conclure un accord de paix. C'est un move intéressant car Uzami, le représentant sur Terre des exorcistes, se prosterne littéralement devant un Sumérien. Les exorcistes
exorcistes sont choqués par cette scène. Dabura répond qu'il faut des représailles suite à la blessure de Cross. Il annonce qu'il va tuer tous les humains présents en compensation, même si ça ne lui paraît toujours pas équitable. Uzami demande à Dabura de le tuer lui à la place. Et cette résilience, cette foi inébranlable en la paix, rappelle à Dabura le souvenir de Dura, son ami. Ce souvenir calme Dabura, qui décide de se retirer avec les autres Sumériens. Suite à cet échange houleux, le représentant des Sumériens demande au gouvernement japonais de stopper l'extermination des fléaux de Tokyo. Rappelez-vous qu'il semblerait que les fléaux soient proches des Kalians. Les Sumériens leur accordent donc une grande importance. C'est un élément à ne pas oublier car il risque de devenir très important dans la suite. Cette demande est très compliquée à mettre en place pour les exorcistes. L'ordre naturel des choses va complètement être bouleversé. Comment ça, les exorcistes n'auraient plus le droit d'exorciser les fléaux? Une exorciste de rang 1 explique que si le gouvernement japonais répond favorablement à cette demande, eh bien, les fléaux vont commencer à sortir de Tokyo et à s'attaquer à la population japonaise. Du coup, pendant plus d'un mois, les Japonais ont effectué des exorcismes la nuit, dans l'espoir que les Sumériens ne l'apprennent jamais. Mais vous vous en doutez, les Sumériens ont fini par l'apprendre. Ils informent alors le gouvernement japonais qu'ils sont au courant de leurs agissements. Le représentant sumérien lance alors un ultimatum aux Japonais. Ces derniers doivent leur céder Tokyo, reconnaître cette nation en tant que terre des Sumériens, et si les Japonais refusent, un duel sera organisé d'après les règles d'Eskuntienne pour résoudre ce désaccord diplomatique. Comme vous le savez, d'après les règles d'Eskuntienne, lorsqu'il y a un désaccord entre deux nations, les deux présentent un champion et ils s'affrontent lors d'un duel à mort. Le gagnant impose sa vision et la nation perdante capitule. Les Sumériens ont Dabura pour combattre. Et qui les humains pourraient-ils envoyer? On arrive donc à Yuji Itadori. Bien entendu, le gouvernement japonais cherche Yuji d'arrache-pied car c'est le seul qui a une chance face à Dabura. Ils finissent par interroger Nobara Kugisaki. Elle est toujours en vie. Elle explique que Yuji ne vieillit pas et que cette anomalie s'explique par le fait que Yuji est un hybride. C'est un humain et un fléau. Rappelez-vous, Yuji a mangé ses frères les embryons maudits pour réussir à vaincre Sukuna. Sachant qu'il risquait de voir tous ses amis périr, Yuji a décidé de s'isoler et de s'éloigner de la société des exorcistes. Yuji est désormais un être seul et isolé. C'est le plus fort, il est devenu exactement comme Gojo Satoru. Je vous avoue que ça m'a fait mal de lire ces pages. Gege a réservé un développement des plus sombres à Yuji. Rappelez-vous que dans l'épisode 1 de Jujutsu Kaisen, le grand-père de Yuji lui demandait d'avoir une mort digne. Une mort entourée des personnes qu'il aime. Par sa condition du fait de ne pas vieillir, Yuji ne pourra jamais réaliser cet objectif. Et c'était son leitmotiv initial au début de l'histoire. C'est les mêmes erreurs qui se répètent encore et encore. Mais s'il y a une chose de sûre, c'est que la seule personne qui puisse vaincre Dabura, c'est Yuji. Mais le conseil des exorcistes, malgré leurs efforts, n'ont pas réussi à le retrouver. C'est alors que le gouvernement japonais décide d'envoyer face à Dabura, pour représenter les humains, Yuka Okotsu. Et oui, la petite fille de Yuta ayant une tumeur au cerveau. Je vous avoue que j'étais le premier sceptique face à cette décision. Mais rien que cette planche, elle aurait dû me faire comprendre que Yuka est plus déterminée que jamais. Je veux dire, regardez ça. Elle aura farm comme son grand-père. Yuka n'a plus que 3-4 mois à vivre. Elle n'a plus rien à perdre. Elle va tout donner lors de cet affrontement. Parlons maintenant du chapitre 14 de Jujutsu Kaisen Modulo. Les gars, je vous jure que j'adore tellement la tournure des événements. J'hésite à refaire des lectures de chapitres en live Twitch comme en 2023. Dites-moi en commentaire si ça vous chaufferait. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller follow le Twitch en commentaire épinglé. Le chapitre démarre avec la commission d'exorcistes réalisant qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'envoyer Yuka face à Dabura. Ils savent que Yuka va mourir dans 3 mois, elle est malade, du coup c'est l'option la moins risquée. Ce chapitre est particulièrement intéressant car Akutami nous montre vraiment comment il arrive à retourner l'histoire d'une main de maître. Nous apprenons qu'en réalité, l'image que nous nous faisions des jumeaux est complètement fallacieuse. Alors qu'on pensait que Cross était le jumeau intolérant, colérique, pessimiste, et que Maru était le jumeau joyeux, optimiste et candide, eh bien il semblerait qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Et Akutami a placé de nombreux foreshadowing pour annoncer cela. Maru est en fait le jumeau agressif et colérique, alors que Cross est plus sensible et compatissant. Rappelez-vous, durant le flashback, Maru était celui qui voulait attaquer Dabura après la mort de Dura. Celui qui l'a raisonné et stoppé, c'est Cross. Depuis que Cross est blessé, Maru semble complètement changé. Il est différent et on dirait qu'il révèle sa vraie nature. Nous avons alors un flashback correspondant au moment où Maru et Cross découvrent la fameuse pierre de Muru que leur père a tout sacrifié pour protéger. Et Maru la détruit complètement, fou de rage. Il est fou de rage à l'idée que leur père est mort pour cette raison. À l'époque, il méprisait son père qui avait risqué sa vie et sa famille pour son obsession autour du Muru. Mais aujourd'hui, il estime qu'il est devenu comme ce dernier, risquant la vie de Cross, obsédé par ses devoirs. Les pensées de Maru sont interrompues par l'arrivée de Tsurugi. Tsurugi réalise que l'arrivée des Sumériens sur Terre est vraiment suspecte. Il estime qu'étant donné comment leur société fonctionne, c'est complètement illogique qu'ils aient réussi à construire un vaisseau capable de traverser la galaxie. Sans même parler de la technologie
Il n'aurait pas dû avoir le temps de construire quelque chose de la sorte aussi rapidement. Tsurugi conclut qu'il a dû se passer quelque chose de spécial. Et cet événement spécial, on le connaît, c'est Maru et Cross. Le Muru d'exception qu'a laissé derrière lui Dura a permis de construire ce vaisseau. C'est un Muru extrêmement pur et spécial. Tsurugi comprend alors que le fait que les Sumériens réussissent à parler japonais et le fait que Maru ait pu le retrouver sont en fait le résultat d'un sort occulte. Et Maru confirme ce postulat. Tsurugi demande alors à Maru de quitter la Terre avec les siens. Mais Maru explique que c'est impossible. Maintenant qu'ils ont découvert qu'il y a des Kalians sur Terre, ils ne peuvent plus partir. Au-delà, ils n'ont plus les ressources pour trouver une autre planète. Quand on y pense, ils ont voyagé dans le néant pendant très longtemps avant d'arriver sur Terre. Maru déclare que Yuka n'a aucune chance face à Dabura. Elle va juste perdre la vie. Tsurugi l'informe que Yuka est malade. Elle a toujours cherché un sens à sa vie, par conséquent, elle souhaite se sacrifier pour l'humanité. Elle a réalisé un serment maudit pour augmenter sa puissance. Mais pour Maru, ça reste inutile. Tsurugi veut simplement que sa petite sœur puisse vivre pleinement les jours qui lui restent. Il explique que c'est son devoir en tant que grand frère de s'assurer de cela. Je trouve que cette tournure, pour les petits enfants Okotsu, est juste sombre et dramatique. Tsurugi risque de perdre Yuka et cela va le changer à jamais. Rappelez-vous que Maki expliquait à Tsurugi que perdre quelque chose le rendrait plus puissant. La restriction de Tsurugi n'est pas encore totale. La puissance de Maki s'est définie par la perte. Et si c'est le même destin qui attendait Tsurugi. Tsurugi possède la bague de Yuta et sa restriction n'est pas complète. Il pourrait développer une restriction complète lui faisant atteindre le niveau de Maki. Et surtout, il pourrait peut-être invoquer Rika. Je pense qu'actuellement, Maru est bien plus fort que Tsurugi. Ma théorie, c'est que Rika risque de venir sauver Tsurugi durant cet affrontement. Rappelez-vous que les Sumériens respectent les Kalians et les fléaux sont proches des Kalians. Si Rika fait son apparition, Maru ne pourra plus combattre Tsurugi. Rika est un fléau de rang S. Pour moi, c'est la seule issue possible du combat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Tsurugi ordonne à Maru de quitter la Terre et Maru refuse catégoriquement. C'est alors que ses deux amis d'antan dégainent leur épée et décident de s'affronter. C'est une des plus belles planches depuis le début de Modulo. On a un parfait exemple de deux visions du monde qui sont très similaires mais qui n'arrivent plus à s'entendre. Dans le même temps, l'avion transportant Yuka vers l'affrontement contre Dabura passe juste au-dessus de leur tête. Ça me fait une belle transition vers le chapitre 15. Déjà les gars, je tiens à dire que je deviens un fan incontesté de Yuka Okotsu. Mais regardez-moi ces planches. L'expression sur son regard est tellement résignée et déterminée en même temps, c'est magnifiquement réalisé. Yuka va mourir, elle le sait. Elle est nostalgique, mais pour autant, elle compte se battre jusqu'à son dernier souffle. Je trouve que le personnage a trop d'aura. On a tous découvert que Yuka peut utiliser la technique des 10 ombres. Elle a invoqué Makora, et c'est impressionnant, mais en réalité c'est une théorie qui était très populaire dans la communauté, et de nombreux foreshadowing annonçaient cette tournure. Déjà Yuka, par Maki, fait partie de l'illustre famille Zenin. Elle peut tout à fait posséder héréditairement cette technique d'exception. Dans le premier chapitre de Jutsu Kaisen Modulo, Yuka utilise une technique du nom de griffe mâchoire. Elle effectue un signe de main qui peut faire penser au signe de Megumi. Peut-être que cette technique est en fait une attaque de l'un des familiers des 10 ombres, sûrement une attaque du chien de jade ou du tigre funèbre. Comme Sukuna l'avait dit, la même technique peut s'exprimer différemment en fonction de l'époque et de l'utilisateur. Rappelez-vous, chaque utilisateur des 10 ombres utilise un peu la technique à sa manière. Sukuna était capable d'utiliser le jet de l'éléphant de la plénitude sans même l'invoquer. C'est sans doute cette manœuvre que Yuka a utilisée. Avec son serment maudit, elle a pu développer l'intégralité de la technique pour invoquer Makora. Elle a fait une restriction maudite, mais on ne sait pas exactement quelles sont les conditions. Comme vous le savez, une restriction maudite est un pacte occulte qui permet d'obtenir quelque chose en sacrifiant quelque chose d'autre. Plus le sacrifice est grand, plus ce qu'on reçoit est grand proportionnellement. Est-ce que la restriction de Yuka concernait juste l'invocation de Makora? C'est possible, mais j'y crois pas trop. Peut-être que la restriction de Yuka fonctionne un peu comme un buff sur Makora. Peut-être qu'elle a rendu son adaptation encore plus rapide, mais bon, on reviendra sur le sujet. Par ailleurs, Gege nous a laissé un autre indice au chapitre 4. La grenouille de cette planche est la même que celle que Megumi invoquait. C'était un petit foreshadowing. Pour revenir au début du chapitre, on a l'introspection de Yuka avant d'affronter Dabura. Elle est dans un avion qui va la déposer jusqu'au lieu du duel. Yuka se dit que si elle renaît dans une autre vie, elle aimerait bien être la grande sœur cette fois-ci. C'est tragique, car elle sait que son destin est scellé. Yuka fait complètement face à la mort. Elle repense à sa relation avec Tsurugi. Très affectueusement, elle se dit que Tsurugi n'était pas le meilleur dans son rôle de grand frère. On remarque que Yuka est vraiment mal en point à cause de sa tumeur au cerveau. Elle n'est même plus capable de voir distinctement. Nous avons ensuite une rencontre entre Wiwi et Dabura. Wiwi est un vieil homme désormais. C'est le chef de l'école des ombres. Il s'est déplacé spécialement pour rencontrer et remercier Dabura. Oui, vous avez bien entendu, remercier. Désormais, le monde est devenu ennuyant et les habitants ont oublié ce qu'est la réelle puissance. Grâce à Dabura, désormais
Désormais, le pic de l'exorcisme est sur le point de refaire surface. Dabura n'est pas convaincu. Il estime que vu la puissance de ses adversaires, ce ne sera pas une démonstration de puissance, mais un massacre. Il explique que ce sera fini avant même qu'il ne commence. Mais Oui lui dit de ne pas s'inquiéter. Il risque d'être surpris et surtout sa solitude sera enfin satisfaite. C'est très intéressant que Oui utilise le terme solitude. Si Dabura est vraiment une menace du niveau de Sukuna, il est incontestablement seul. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi nonchalant depuis le début de Modulo. Dabura est décrit comme une puissance absolue. Tout le monde le chosifie, le réifie. Il n'est qu'une arme de puissance. Peut-être qu'un combat face à un adversaire de son niveau pourrait le réveiller. Cet affrontement pourrait le changer à jamais. De retour à Yuka, elle est arrivée au lieu du duel. Elle se jette de l'avion, sourire au visage, et elle se dit que tout compte fait, si elle renaît dans une autre vie, elle souhaite encore une fois être la petite sœur de Tsurugi. Yuka, depuis le début de Modulo, s'est toujours montré hostile envers Tsurugi. Il lui a volé la bague de Yuta, il est celui que tout le monde considère comme le plus fort, c'est son rival. Elle disait à Maru au chapitre 1 qu'elle s'en fichait de ce qui peut lui arriver. Mais en réalité, Yuka aime son grand frère plus que tout. Elle se retenait toujours face à lui, elle le laissait manger ses goûters, elle l'aidait avec ses cours, et elle lui enseignait tout ce qu'elle savait. En fait, elle se sentait en sécurité à ses côtés. Aujourd'hui, Yuka est prête à mourir. Et surtout, elle est prête à ne plus se retenir. Elle veut tout donner pour vaincre son adversaire. Arrivée sur le champ de bataille, l'aura de Yuka est à son paroxysme. Sans perdre une seconde, elle prononce et Yuka invoque le général Mahoraga. Et oui, le familier le plus puissant de la technique des 10 ombres fait son retour. Il attaque instantanément Yuka, mais elle se cache dans les ombres pour ne pas être blessée. Beaucoup se demandent si Yuka a réussi à soumettre Mahoraga, mais bien entendu, la réponse est non. Aucun utilisateur des 10 ombres n'a réussi à soumettre Mahoraga, si ce n'est Sukuna. Yuka a simplement déclenché le rituel de soumission, c'est pour ça que Mahoraga l'attaque directement. Mahoraga attaque toutes les personnes inclus dans le rituel. Dabura, sans perdre de temps, utilise sa technique occulte sur Mahoraga. La technique de Dabura se nomme et lumière. C'est une technique impossible à prononcer pour les terriens. Elle est liée à la lumière et la masse, et elle incarne une puissance meurtrière. Cette technique semble donner une masse à la lumière. Au lieu de vous traverser, la lumière vous accule. Elle vous attaque violemment, littéralement à la vitesse de la lumière. J'ai hâte d'en savoir plus, mais rien qu'à l'idée, vous comprenez à quel point c'est puissant. Dans un sens, on peut limite rapprocher son sort à celui de Gojo. Mahoraga commence alors pour la première fois à s'adapter à une technique alien. Sa roue commence à tourner, et c'est la fin du chapitre. Franchement, Modulo, c'est une dinguerie en ce moment. J'ai hâte de lire la suite. Personnellement, je pense que Dabura va enfin trouver un adversaire de taille en Mahoraga. Dites-moi en commentaire vos théories et surtout, dites-moi comment vous pensez que Yuji va faire son retour dans l'histoire. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la review du chapitre 16. Je vous attends nombreux sur Twitch ce samedi à partir de 19h. Je vous préviendrai sur Discord. En tout cas, merci à vous, restez sur vos gardes et à très vite.